puis autre match dont tu voulais parler, alors c'est un peu deux matchs en un, puisqu'on voulait parler un peu des Clippers avec toi. Notamment, tu as vu d'abord un Clippers contre les Timberwolves, qui était assez intéressant, et puis plus récemment aussi un Clippers contre les Pelicans, avec victoire des Pelicans, mais d'abord, ou alors je te laisse carte blanche, hein, tu peux aller où tu veux, mais donc le premier affrontement que tu as vu qui était intéressant, c'était Clippers contre les Timberwolves, alors. Ouais, c'est plus sur les Wolves en soi que sur les Clippers, parce qu'en fait les Clippers ils débutent. Non, en fait, je peux même faire les deux, tu vois. Je vais te trouver un dénominateur commun sur les deux matchs. C'est les Clippers à partir du moment où l'un des trois joueurs, c'est-à-dire le trio Paul George, Kawhi et James Harden, à partir du moment où tu enlèves un joueur de ces trois-là. C'est-à-dire que le match face aux Wolves, ils sont à plus 22 et ils mènent de 22 points, et à la fin du premier quart, Kawhi Leonard retourne au vestiaire et ne revient pas du match à cause de soucis de blessure au niveau du dos. Et le match face aux Pelicans, James Harden est absent parce que lui aussi a des petits soucis de blessure. Et tu vois que cette attaque des Clippers, qui était resplendissante sur tout le mois de janvier et sur tout le mois de février, avec une attaque élite, où on se disait, voilà, c'est potentiellement la meilleure attaque NBA, même devant des machines comme peuvent être Boston ou Indiana, tu vois que cette équipe, elle est en train de souffrir dès que tu enlèves un de ces deux éléments. Alors, il y a un petit peu de maladresse, notamment sur le match face aux Wolves. Les matchs face aux Pelicans aussi, ils ont eu pas mal d'opportunités à 3 points, mais je trouvais que quand tu enlèves un de ces trois joueurs-là, le personnel au niveau le personnel offensif était tout de suite beaucoup plus faible, et ça manquait un petit peu de création pour les autres. Le match face aux Pélicans, voilà, qui a eu lieu cette nuit au moment où on enregistre, j'ai trouvé que c'était très faible au niveau de la création, et en plus de ça, Tyronn Lue a essayé un petit peu de contrer défensivement les problèmes que pouvait poser un Zion Williamson en mettant du PJ Tucker et en mettant du Bones Island et en réduisant un petit peu le temps de jeu de Norman Powell, avec du Amir Coffey aussi. Je trouvais que voilà, ce personnel-là, offensivement, était quand même assez limité, qu'il y avait assez peu de création balle en main. Je me suis dit, oui, c'est un point où, en fait, je les trouve beaucoup plus dépendants de leur trio que ce qu'ils n'étaient au mois de janvier, au mois de février. Beaucoup plus dépendants de la création de ce trio-là que ce qu'ils n'étaient au moment où ils étaient très forts. Et tu te rends compte que finalement, quand tu élèves un de ces trois joueurs-là, et bah tout de suite en attaque c'est beaucoup moins de fluide, et il y a beaucoup moins de solutions qui sont trouvées. Donc voilà, je sais pas ce que toi t'en penses. C'est aussi lié à la blessure de Russell Westbrook. Alors je dis pas que Russell Westbrook débloque l'attaque des Clippers, parce que c'est pas le cas, mais tu perds potentiellement un autre ball handler. Il y a le fan du Thunder qui ressurgit. Non, alors en plus je suis pas le plus grand fan de Westbrook en plus de ça. Non, je plaisante. Mais en tout cas tu perds une possibilité d'avoir un joueur qui est capable de porter la balle, qui est capable de faire un petit peu de pick and roll avec les intérieurs des Clippers qui ont pas mal souffert lors du match face aux Pels. Et voilà, c'est une des réflexions que je me suis fait, c'est le fait que cette équipe est beaucoup plus dépendante de ce trio offensivement que ce qu'elle l'était au moment où elle tournait à plein régime. C'est vrai que c'est un peu aussi le principe, hein, c'est que comme on l'a expliqué, c'est un peu une attaque un peu un match-up comme on dit. Pas un fond de jeu hyper développé, mais juste qui se repose, justement on met nos meilleurs stars juste on leur donne le bon match-up à attaquer, le bon mismatch, l'isolation, le pick and roll, donc ça bouge pas beaucoup, tu vois. Il y a pas mal de séquences là contre les Pelicans où c'est juste un pin down comme on dit, donc juste une sortie d'écran pour Kawhi qui sort de l'écran et vient s'installer en tête de raquette contre Brandon Ingram, ou alors qui va au poste bas, ou des trucs un peu simples. Et c'est vrai que quand tu as une attaque qui est un peu comme ça, quand t'as un des 2 ou 3 éléments qui est pas là, ça fait un grand vide, quoi. Ça fait un peu un grand vide, donc je te rejoins là-dessus. Et c'est vrai que j'étais un peu charré sur Westbrook au KC, mais c'est là où il manque, c'est quand t'as pas Harden, oui. C'est que Westbrook était un peu ce créateur de la seconde unité qui au moins faisait beaucoup de bien sur la création collective. Le problème, c'est quand Westbrook désormais prend des tirs, parce que il y a plus beaucoup de jus dans le moteur en termes de scoring, en termes d'explosivité. Alors il est encore explosif, mais bref, il est quand même un peu moins bon. Le jump shot rentre plus du tout, etc. Mais par contre, tu vois, t'as des séquences. Moi, j'ai en tête le match contre Golden State, je crois, juste avant la pause du All-Star Game. Des séquences de fin de match où c'est lui qui fait la création, quoi. Qui fait la création, qui fait un driving kick magnifique dans le corner, ou des trucs comme ça. Et là, c'est vrai que, moi, j'ai failli le tweeter. Je me suis dit, je vais pas le tweeter parce que c'est peut-être un peu méchant, mais là, on était avec Bones Island, qui a des minutes en 2024 dans une équipe très compétitive. Je me suis dit, ça manque, quoi. Il y a un truc qui colle pas quand t'es obligé de faire jouer Bones Island avec des Clippers qui sont censés être un peu candidats au titre, quoi. Oui, même titulaire, avec des responsabilités balle en main aussi, où t'as certaines situations où c'est des isolations quasiment de Bones Island lors du match face aux Pels. Donc
Après, voilà, je suis un peu déçu, ouais. Et puis je trouve que Tyronn Lue, en fait, c'est un truc où je crois, je perds à chaque fois qui a dit ça, mais j'ai un truc que j'ai entendu et qui est très vrai, c'est que Tyronn Lue, quand il est en manque de solutions, il s'en remet beaucoup à du small ball. Ou en tout cas ce qu'il a pas fait face aux Pels, mais où il a remis PJ Tucker. Il le remet un petit peu là ces derniers temps avec les blessures. Je suis pas convaincu, tu vois, tu parlais du fait que Westbrook il y avait plus du tout de jus dans le moteur. Je trouve que pour le coup PJ Tucker, il y a vraiment plus beaucoup de jus dans le moteur. Lui, il a plus de moteur, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Mais même défensivement, enfin face à Zion, il a éprouvé beaucoup de difficultés. Et je trouve que le match face aux Pels, ils ont un problème sur le poste intérieur, parce que le match face aux Pels, par exemple, le nombre de situations où c'est un switch qui est forcé pour attirer Zubac ou pour attirer Daniel Theis pour les faire sortir les deux, et que finalement Tyronn Lue, il met que très tardivement, il me semble qu'il met juste en fin de quatrième quart-temps, Amir Coffey au poste 5, où il passe vraiment sur du switch all et au lieu de subir avec son intérieur. Et où voilà, là pour le coup c'est un contre-exemple de small ball, mais où je me dis Tyronn Lue sur le poste intérieur, ça fait 2 matchs je trouve, que ce soit le match face aux Wolves où ils ont énormément souffert de la présence au rebond offensif de Rudy Gobert, même de la présence au rebond offensif tout court des Wolves avec leur taille, ils prennent, il me semble, c'est quelque chose comme 20 rebonds offensifs sur le match. Plus là, le match face aux Pels, où en fait Zion et Ingram se sont amusés à faire des pick and roll, ou avec Trey Murphy parfois, pour sortir le pivot au large, et pour ensuite Zion qui drive et qui finit de manière athlétique. Je suis pas rassuré par cette rotation intérieure des Clippers, où je me dis, finalement, tu as 2 pivots qui sont pas mal pour défendre sur du post-up, mais quand il faut faire sortir, c'est un peu plus compliqué. Et si tu décides de passer sur small ball, et ben là, pour le coup, tu arrives très vite sur du PJ Tucker, sur du Amir Coffey, et j'ai peur que tu sois un petit peu limité. Bah, je pense qu'effectivement, le pari a été fait de Tyronn Lue sur ce match-là, de dire on va sortir PJ Tucker un peu pour le match-up un peu semblable, peut-être, face à Zion, mais bon, ça a été un pari relativement perdu. Bon, après, Zion, c'est Zion aussi. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Le vrai Zion, c'est quand même magnifique. Tu vois, j'ai posté un truc pareil sur Twitter en disant le mur, tu sais, le fameux mur que Giannis, il a pareil, il arrive en tête de raquette et il y a son défenseur, et puis ensuite à gauche et à droite, il y a 2 mecs qui font des stunts qui viennent boucher l'espace. Donc j'ai mis le clip et en tout cas j'ai mis la capture d'écran parce qu'on voit le mur, hein, on le voit bien. En fait, sur l'action, ben, malgré le mur, Zion il passe quand même. Il passe quand même et il va au panier. Il fait un lay-up, je crois que il va jusqu'au panier faire le lay-up et ça rentre de tête, je crois, mais bref. Donc voilà, Zion c'est Zion, mais effectivement je te rejoins sur le côté rotation et le pari qui a été un peu perdant sur ce match-là de Tucker. D'ailleurs, je suis un peu surpris de le voir un peu sorti de sa boîte, hein. Vu comment c'est, bonne silence aussi d'ailleurs. Les deux avaient eu des comportements un peu tir au flanc, ils avaient été sanctionnés par la franchise, mais ouais, tu vois, sur ce match, Daniel Theis à peine 7 minutes, Plumlee 6 minutes. Donc ouais, on était sur une option small ball qui a pas forcément beaucoup marché. Après les Pelicans, ça commence à être très sérieux, hein. Je pense que beaucoup de monde commence un peu à se rendre compte que c'est solide et qu'il y a pas mal de trucs très intéressants dans cette équipe. Mais oui, alors sur Minnesota aussi, t'as pas trop développé. Mais alors, qu'est-ce que tu penses comment est-ce qu'ils arrivent un peu à combler l'absence de Towns pour l'instant? Bah, pour moi, offensivement, ils n'y arrivent pas. C'est ça le problème. Ouais. C'est que en fait le problème des Wolves, c'est pas tant, enfin, la blessure de Karl Anthony Towns, c'est pas tant le fait que l'attaque ne peut pas survivre quand il y a juste Anthony Edwards, c'est que l'attaque ne survit plus quand tu n'as plus Anthony Edwards. Et là, ils sont obligés de s'en remettre à un peu Anthony Edwards, d'ailleurs, que pourtant je suis pas très fan d'Anthony Edwards, qui fait un excellent match face aux Clippers. Ouais. Je crois qu'il a un truc avec les Clippers, parce que déjà le précédent, il avait été très bon. Il me semble que tu en avais déjà parlé dans l'hebdo aussi. Oui. On avait dit que c'était le meilleur match en carrière, on avait dit, et là, 2 semaines plus tard, il refait la même. Ouais, mais là, pour le coup, c'est peut-être un de ses meilleurs matchs en carrière, celui-là. Parce qu'il y a vraiment le scoring, il y a une situation où il va finir près du panier, où il dépose Paul George, la vitesse d'exécution dans son dribble et l'explosivité. Là, c'est le Anthony Edwards un peu. Je trouve que, enfin voilà, je pense que toi et une bonne partie de la commu, on a un peu les mêmes reproches vis-à-vis d'Anthony Edwards, c'est qu'il y a beaucoup de pull-up forcés et qu'il y a pas forcément le nombre de drives ou de finitions près du cercle qu'on aimerait voir. Là, pour le coup, quand tu as le Anthony Edwards agressif qui finit près du cercle, tu vois que tu as très peu de joueurs qui sont capables de l'arrêter. Et sinon, non, offensivement, ils s'en remettent à l'incroyable Naz Reid.
qui est repassé titulaire et qui le match face aux Lakers il est exceptionnel et le match face aux Clippers il est un peu moins dedans mais il est quand même très intéressant. Je trouve que les Wolves en attaque ils ont quand même une problématique de spacing à partir du moment où ils font débuter Kyle Anderson aussi, Kyle Anderson qui a débuté des matchs il me semble, où là pour le coup quand t'as Gobert, Kyle Anderson plus Jaden McDaniels qui moi me déçoit ces derniers temps, je trouve que alors, autant défensivement on est toujours là mais il y a une perte d'adresse, il y a une perte un petit peu de confiance et il y a un manque de prise de responsabilité qui pourrait être amené à avoir vis-à-vis de la blessure de Karl Anthony Towns. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a resserré les boulons encore plus défensivement avec la blessure de Kat et qui en attaque se remet beaucoup sur la capacité de shot-making ou sur la capacité de drive d'Anthony Edwards, plus quelques kick-out ou potentiellement quelques drives de Naz Reid. C'est encore très faible. Déjà, les Wolves, c'était pas une attaque de grande qualité avant la blessure de Kat, mais avec la blessure de Kat, ça s'est pas amélioré. Mais malgré tout, ils arrivent à maintenir parce que vraiment, défensivement, ils sont, alors déjà, ils ont ralenti la pace encore plus que, avec la blessure de Kat, mais je trouve que voilà, c'est une équipe qui défensivement est tellement forte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'interrogations sur les Wolves en playoff, sur leur possibilité de battre une équipe au premier tour, peu importe l'adversaire, mais en fait, c'est une équipe qui, peu importe les cas de figure, peu importe les configurations adverses en face, est une excellente défense. Donc, peut-être que ça suffira, mais en l'état actuel, ils remettent beaucoup à ce qu'est capable de faire Anthony Edwards, et parfois c'est très bon, et parfois c'est moins bon. C'est un peu toute la variance d'Anthony Edwards cette saison. Oui, c'est très très difficile, hein. C'est pas si facile que ça de trouver un super remplacement. Ça se trouve pas facilement en kit, hein, en remplaçant de 4. C'est un peu ce que tu essaies de nous dire. On est d'accord. Pardon pour cette blague absolument honteuse. Mais non, mais c'est un problème. Et comme dit, on l'avait évoqué la semaine dernière, mais moi déjà avant la blessure de Towns, j'avais des doutes sur la création de demi-terrain des Wolves. Alors peut-être pas au premier tour, mais peut-être au tour d'après ou pour aller très loin. J'avais des doutes sur cette création offensive. Là, c'est vrai que comme tu dis, sans le spacing et la création secondaire et le type d'attaque un peu différente qu'il était capable d'amener et de générer en termes de comment est-ce que tu inities l'attaque, je dirais pas qu'ils vont se faire upset ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça va dépendre du match-up aussi. Ça va dépendre du match-up parce que ça peut être une défense d'élite qui peut faire beaucoup de mal à certains, mais le mauvais match-up, ça peut aussi souffrir malheureusement. Mais ouais, ça va être compliqué. On n'a pas encore, je crois, de date de retour précis pour Towns, qui devrait revenir début des playoffs ou un peu après. Je ne sais plus, mais ouais, un peu compliqué. Et comme tu dis, bah oui, Anthony Edwards qui a un truc contre les Clippers. Hein. Il aime bien les jouer apparemment. Donc tant mieux. S'il pouvait jouer 82 fois les Clippers et ne pas faire de pull-up et aller au drive, tant mieux. Ce serait cool. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.